C'est l'histoire d'une vie brisée que nous allons vous raconter, celle de Pascal qui, durant 15 années, a vécu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un véritable calvaire à la suite d'une terrible erreur médicale. Tout de suite, je vous propose cette enquête signée Vanessa Halal. On dit il y a longtemps que vous devriez être mort avec ça dans le corps. Vous n'êtes pas mort, vous êtes là. C'est une douleur que j'accumule depuis des années et qui sort pas, un mal de vivre que j'ai depuis longtemps à cause de ça et que j'arrive pas à extérioriser. Pascal a 39 ans, il est fleuriste. Durant 15 ans, il a vécu avec un corps étranger dans les poumons. Une compresse oubliée par un chirurgien que nous appellerons le docteur M. 15 ans de souffrances inexpliquées. De se réveiller en sueur, de se réveiller avec des mal de tête sans savoir pourquoi. Ils m'ont dit la douleur va disparaître, mais elle n'a jamais disparu. On a dû faire face à tout ça tous les jours et ça a été une souffrance continue, permanente. Retour dans les années 70, Pascal a tout juste 5 ans. Il souffre d'une infection pulmonaire. À cette époque, les séjours hospitaliers sont fréquents. Je sais que j'avais une maladie pulmonaire à 5 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai fait des examens, je suis resté pratiquement beaucoup de temps à l'hôpital. Je ne savais pas que c'était si grave que ça, quoi. À 14 ans, l'adolescent part vivre dans un internat. Ses malaises respiratoires sont nombreux, il souffre, mais l'idée d'une intervention l'angoisse profondément. Ce qui me faisait se sentir différent des autres enfants, c'est que je faisais des malaises assez fréquents. Bon, je le disais pas à chaque fois parce que je voulais pas passer pour un malade tout le temps. J'avais des douleurs au niveau thoracique qui étaient quand même assez importantes. J'arrivais déjà pas à dormir, et jusqu'à l'âge de 15 ans où on m'a 16 ans et demi même, où on m'a fait passer des radios et on a vu que j'avais un problème. Et on avait déjà parlé de m'opérer à cette époque-là et j'avais refusé. Jusqu'à 23 ans, Pascal n'a qu'une idée en tête, surtout ne pas être une charge pour son entourage. En 1992, il trouve un emploi dans un restaurant. Il est à la fois cuisinier, serveur, homme de ménage. Un travail difficile, l'homme est épuisé. Une visite médicale dans le cadre de son travail l'oblige à s'arrêter. Ils m'ont dit, monsieur Degnaud, il faut vous faire opérer, on vous met en incapacité de travailler tant que vous ne faites pas opérer. Donc là, j'avais le couteau sous la gorge et j'ai dû me faire opérer. Avant l'intervention, Pascal se retrouve en arrêt de travail pendant 6 mois. Pour lui, une éternité. Ça a été difficile parce que je ressassais sans arrêt, j'étais à la campagne, il y avait dans un petit village où il n'y avait rien à faire. Et je pensais qu'à l'opération et j'angoissais. Le jeune homme vit mal cet arrêt forcé. Lui qui a toujours repoussé la date de l'intervention se retrouve au pied du mur. De retour chez ses parents, sans travail, il est seul face à lui-même. J'étais pas bien, je savais plus où j'en étais. J'avais l'appréhension d'après l'opération. J'avais mes patrons qui me harcelaient, qui supportaient pas mes arrêts de travail et j'étais dans un état où j'ai pas réfléchi, j'avais peur, j'ai pris des médicaments sans me soucier et penser à ceux qui étaient là, dont mes parents, mes frères et sœurs. Un geste égoïste, quoi. Après sa tentative de suicide, Pascal est hospitalisé plusieurs jours. Nous sommes au mois de janvier 1992. Il passe directement du service de réanimation au service de chirurgie thoracique. Le docteur M lui retire son poumon droit. L'opération est une réussite, mais quelques mois après l'intervention, des radios pulmonaires révèlent la présence d'une opacité. Après l'opération, j'ai refait des examens pour voir si l'intervention s'était bien déroulée. J'ai été suivi pendant à peu près 6 mois, où ils ont vu tout de suite, après l'opération, une opacité qui s'était formée en dessous du lobe inférieur droit. Et ils ont essayé de faire des examens pour voir ce que c'était. Ils ont voulu me faire une ponction pour voir si c'était liquide. Et au dernier moment, ils ont abandonné. Et ils m'ont laissé avec ça sans me dire ce que c'était. Ils m'ont dit que c'était peut-être bénin et que ça risquait de disparaître avec le temps. Cette intervention aurait dû permettre à Pascal de prendre un nouveau départ.
Pourtant, il ressent des douleurs de plus en plus fortes au niveau du poumon droit. Plus le temps passe, plus il a mal. Les médecins me disaient que c'était psychologique cette douleur, je m'étais persuadé, mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un truc qui allait pas et personne m'écoutait. Et c'était une douleur au quotidien. Et au bout d'un moment, on finit par se persuader qu'on est peut-être psychotique et puis qu'on croit des choses qui ne sont pas. Carlos, son compagnon, se souvient de son état après l'intervention. J'étais persuadé que c'était pas du tout psychosomatique, ça se voyait qu'il souffrait. Et le fait de le vivre tous les jours et de le ressasser ne facilitait pas les choses. Il me prenait pour quelqu'un qui a maladie imaginaire, quoi. Dès 1993, Pascal n'aura de cesse de passer des radios pour identifier l'origine de ses douleurs. À chaque visite, la même réponse. On m'a toujours dit que c'était un kyste, que c'était bénin, que ça faisait 6 cm de diamètre. Pendant 15 ans, tous les ans, je faisais des examens, moi, parce que je voulais savoir. L'homme souffre dans sa chair, ses douleurs sont pour lui bien réelles. De 1993 à 2006, il passe des dizaines de radiographies pulmonaires. Toutes mettent en évidence la présence d'une opacité au niveau du poumon droit. Pour le corps médical, rien de grave, rien qui ne justifie la douleur. Pour Carlo, la souffrance de son ami n'a pas été prise en compte. Moi, même en n'étant pas médecin, je voyais très bien que tous ces symptômes étaient déclaraient vraiment cette maladie. Il était pas bien. Il était en souffrance permanente. Je l'ai vu comme ça pendant plusieurs jours, sans pouvoir bouger et au lit, souffrant tout le temps, tous les jours, psychologiquement et physiquement, surtout physiquement. Je me sentais presque impuissant, mais c'était comme si il était inconsolable. Il y avait quelque chose et il y a encore quelque chose aujourd'hui qui ne guérit pas. 15 années de souffrance inexpliquée. En 2007, après une énième visite médicale, Pascal prend une décision. J'ai dû vraiment insister pour qu'il y ait un médecin qui m'envoie voir un chirurgien pour ouvrir. Donc j'ai dit ouvrez, regardez ce que c'est. Octobre 2007, retour sur la table d'opération. Pascal a peur, mais il veut savoir quelle est la cause de ses souffrances. À son réveil, c'est la stupéfaction. Je me suis réveillé en soins intensifs. On m'a annoncé que l'opération s'était bien déroulée, mais que contrairement à ce qui était prévu, au lieu de me retirer un kyste bénin, ils ont retrouvé une compresse qui était en pleine infection et que j'avais de la chance d'être toujours en vie. Car ça faisait, ils m'ont dit, il y a longtemps que vous devriez être mort avec ça dans le corps. D'entendre ça, ça m'a anéanti complètement. Le compte-rendu d'hospitalisation est clair. On a retiré du corps de Pascal un corps étranger qui aurait pu provoquer une infection. Cette annonce, au lieu de le soulager, le plonge dans une profonde dépression. Il est suivi par un psychologue. Une seule question l'obsède. Pourquoi ne l'a-t-on pas écouté ? J'ai essayé de comprendre pourquoi ces médecins ne m'écoutaient pas. Et le mal-être que j'avais depuis des années, d'avoir été incompris. Et que je me sens encore incompris maintenant. Voici quelle a été la cause de ses souffrances durant 15 ans. Ça, c'est une compresse qui, logiquement, à chaque opération, est comptée quand ils le mettent dans le corps des patients et recompter quand ils se referment pour avoir le même nombre de compresses qu'ils ont mis. Voilà. J'avais ça qui était plié comme ça à l'intérieur. Voilà. Imaginez ça à l'intérieur, qui s'est affecté pendant 15 ans. Sur les radios, on voit qu'elle était collée sur la colonne vertébrale. On voit bien une tache ronde de 6 cm de diamètre. Comment on peut oublier ça dans le corps de quelqu'un ? Et risquer la vie des gens. Juste pour un bout de tissu. Une négligence. Peut-être que s'ils avaient cherché un peu plus, ils auraient vu qu'il y avait une infection qui se développait ou... J'ai de la chance qu'il n'y ait pas eu de septicémie en 15 ans. D'être toujours là pour en parler. Après des années de douleur, 2 interventions, Pascal garde des séquelles. Quand j'appuie, j'ai une douleur. C'est là où il y avait la compresse.
Et le matin, quand je me réveille, c'est surtout au niveau de la colonne vertébrale, vers ici, par là. Il y a une douleur, c'est comme un point de côté, mais multiplié par 10. Depuis 1992, Pascal n'est pas retourné voir le chirurgien qui l'a opéré. Équipé d'une caméra cachée, il part à sa rencontre. Un face-à-face qu'il redoute. Là, j'y suis pour rien, c'est mes assurances. Moi, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça. Oui, monsieur, vous avez autre chose à faire. J'ai quand même risqué ma vie quand même dans cette histoire. Oui, mais moi, j'ai rien. Et c'est de trouver une solution. Au moins, vous essayez de... Pour moi, il n'y a aucune solution. Moi, je suis assuré. J'ai fait une erreur qui est partagée parce qu'on compte les compresses et tout. Il s'avère qu'il y a une erreur. Bon, il y a une erreur. En médecine... Donc vous reconnaissez bien votre erreur. Bien sûr que c'est une faute. Et J'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'on a laissé une compresse, surtout une petite compresse dans un thorax. Non. Vous n'êtes pas mort, vous êtes là. Ça fait quand même 15 ans que moi je souffre à cause de ça. C'est très désagréable, mais c'est une erreur humaine. Si le docteur M reconnaît qu'il a oublié une compresse, à aucun moment il ne présente ses excuses. Pour Pascal, ce face-à-face est une déception. Je pensais qu'en voyant le médecin, ça allait apaiser ma colère, mais je crois que ça l'a augmenté encore plus. Ses réponses ne m'ont pas du tout convaincu. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui est là pour sauver des vies dise que ça peut arriver. J'attendais autre chose comme réponse, au moins qu'il s'excuse. Pascal a transmis son dossier médical au service juridique de son assurance. Plus d'1 an après les faits, aucune réponse. Nous décidons de les contacter. Je vous appelle pour savoir où en est mon dossier. On n'a toujours rien eu. Oui, mais ça fait quand même 1 an que j'attends, moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas mettre le couteau sous la gorge des gens. Donc on est comme si je vous appelais pour la première fois il y a 1 an. Bah voilà. D'accord, donc vous servez à rien. ça fait... 1 an que vous me dites que vous avez mandaté un expert et ça commence à être long. Oui, mais on n'y est pour rien. Honnêtement, je me sens mal embringuée, mais bon. Comment ça, mal embringué? Parce que généralement, ils reconnaissent pas leur faute. Voilà. Le dossier de Pascal est au point mort. Selon la juriste, le médecin ne reconnaîtra pas ses torts. Pascal est sous le choc. J'ai encore l'impression de ne pas être entendu, que de parler à des murs. Bah, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'attends une aide, que je souffre, que je vois que rien ne bouge. J'en ai marre d'attendre, ça fait 15 ans. Et la seule personne qui m'écoute, c'est Carlo. Et c'est le seul qui voit ce que je vis au quotidien. Bonsoir Pascal. Bonsoir Carlo. Merci d'être avec nous ce soir. 15 années de souffrance, 15 années de calvaire. Comment on peut tenir? Difficilement. Très très difficilement. Tous les médecins que j'ai vus jusqu'à maintenant, pour eux, c'était... on m'a dit que ma douleur était psychologique, jusqu'à la découverte de cette compresse. Et c'est dur de vivre avec ça, quoi. Surtout moralement, de savoir qu'on a un truc qui ne va pas à l'intérieur et que le médecin ne nous écoute pas, surtout. L'incompréhension du milieu médical. Vous êtes vraiment heurté à un mur? Oui. Vous avez l'impression à un moment donné de ne pas parler la même langue, de ne pas être sur la même planète? Complètement, oui, complètement. Vous avez, à un moment donné, même pensé mettre fin à vos jours? Oui. Mais vous n'en avez pas fait part à vos proches? Non, j'en ai parlé à personne. C'était une souffrance que je gardais parce que je ne voulais pas montrer à quel point je souffrais. Et la douleur, des fois, était tellement terrible que je pleurais tout seul dans mon coin pour ne pas montrer que j'avais mal. Carlo, quand Pascal raconte cette histoire que vous partagez, tout à l'heure, je vous ai vu à un moment donné frissonner. C'est quelque chose qui est vraiment en vous aujourd'hui, cette souffrance, cette difficulté? Oui, parce que j'ai vécu en fait quelques années cette souffrance dans sa chair et effectivement après dans la mienne en même temps. Et je ressens quand il raconte aujourd'hui encore cette grande souffrance, ce vide. Pascal, vous êtes allé voir ce médecin? Oui, je suis retourné le voir. Il m'a suivi pendant 1 an après l'opération et il m'avait assuré que cette opacité allait disparaître avec le temps. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que l'oubli d'un corps étranger, ça peut toujours arriver. Et je crois qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les médecins. Parce que lorsqu'on opère,
Ça peut saigner, c'était le cas, j'ai regardé le compte-rendu opératoire. On prend les compresses par paquet, on ne les compte pas une par une pour aller éponger le sang. Donc on les prend, normalement à la fin, le chirurgien ou l'infirmière les recompte. Ça n'a pas été le cas. Bon. Mais Dominique, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais quand Pascal vient régulièrement voir des médecins, dit j'ai mal, je souffre, à un moment donné ne peut plus exercer son métier, il y a quand même quelque chose. Oui. Il n'est pas fou. Voilà. Il a failli le devenir, mais il n'est pas fou. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas utilisé la technologie qu'on a, si vous voulez, pour aller plus loin dans les examens, qui aurait permis de mettre en évidence la compresse. C'est là où est la faute. Et c'est vrai qu'après, on a fait des radios pendant des années, mais l'image reste la même. Or, lorsque c'est une tumeur, elle grossit, on s'inquiète. Là, on a la même image, 4 cm sur 6, si j'ai bien vu, qui ne bouge pas pendant 10 ans. Donc, ça ne bouge pas. Est-ce qu'on rouvre un poumon pour ça? C'est un petit peu pour ça qu'on a attendu. Mais c'est vrai que 10 ans, c'est trop. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Là maintenant, ça fait 1 an que le médecin, le chirurgien est au courant qu'il y a eu cette erreur. Et il m'a même reconnu aussi avoir commis sur d'autres patients la même erreur. Pardon? Il m'a reconnu avoir commis la même erreur sur d'autres patients. Ouais, là, c'est assez difficile. Et pour lui, je suis en cause parce que j'aurais dû venir le voir avant, quand j'avais des douleurs. Il n'a même pas été capable, au moins, de me téléphoner depuis qu'il est au courant pour au moins s'excuser ou un petit réconfort moralement, quoi. Ni le médecin, ni la clinique. Et il m'a dit, je peux pas appeler tous mes patients. J'ai dit, c'est pas à tous vos patients que vous oubliez des compresses, quand même. Alors justement, on va essayer de se battre pour ça ce soir et on va, dans quelques instants, appeler ce médecin, le premier qui vous a opéré. C'est Dominique qui va le faire, de médecin à médecin. Et j'aimerais, ce sera une belle victoire dans cette émission ce soir, c'est que, à un moment donné, je sais que ça risque d'être difficile, Pascal, que vous lui parliez, qu'il vous parle et que ces excuses que vous attendez, que vous réclamez depuis 15 ans, eh bien, vous puissiez les avoir avec nous sur ce plateau ce soir. Je vous propose tout de suite d'essayer de joindre ce médecin et Dominique va lui parler. Chirurgie, bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît? C'est il est au bloc, Cour- monsieur. C'est Oui. pour quel patient? C'est personnel, je vous prie. Mais écoutez, je vais vous rappeler entre 2 interventions. Ah, ça sera parfait. Je Très vous bien. Merci Je lui madame. laisse le message, monsieur. Merci, vous êtes gentil. À tout à l'heure. Je vous en prie, au revoir. Merci. Une première piste est lancée. En attendant l'appel du chirurgien, nous contactons la compagnie d'assurance de Pascal. Hélas, les chances de résoudre le litige par ce biais sont minces. Au téléphone, durant notre enquête, la personne chargée du dossier de Pascal au sein du service juridique se disait impuissante. Désormais, c'est à Christophe Moulin de jouer. Quand Pascal sera-t-il examiné par des experts? L'indemnité qu'il exige lui sera-t-elle versée? Notre témoin souhaite obtenir des réponses aux questions qu'il se pose. C'est l'objectif de ce second coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle concernant mon dossier. Oui. J'ai eu un message sur mon répondeur hier un peu bizarre où vous me dites que c'est un peu le bazar. Avant-hier, vous me disiez que le dossier était au point de départ et je voudrais savoir où il en est maintenant. Je vous ai laissé un message en vous indiquant que l'expertise avait lieu aujourd'hui. D'accord. Voilà, et vous avez été averti par courrier apparemment. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, docteur Courtois à l'appareil. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, vous avez convoqué hier ce monsieur pour aujourd'hui, sans lettre, sans rien, je ne comprends pas très bien. Non, ce n'est pas nous qui l'avons convoqué. Oui. Ce n'est pas nous, c'est le docteur qui l'a convoqué et par courrier. C'est donc le médecin expert de l'assurance du chirurgien. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Enfin, vous comprenez bien que c'est un peu surprenant. Pendant 1 an, il ne se passe rien du tout. Enfin, il vous appelle il y a 4-5 jours. Vous lui dites votre dossier, c'est comme s'il était au premier jour, on n'a rien fait. Je vous appelle pour savoir où en est mon dossier. On n'a toujours rien eu. Oui, mais ça fait quand même 1 an que j'attends, moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas mettre le couteau sous la gorge des gens. Donc on est comme si je vous appelais pour la première fois il y a 1 an. Bah voilà. Et en 48 heures, vous lui dites, vous lui dites hier, demain vous avez une expertise à telle heure entre 2 médecins, dont un, enfin les 2 il les connaît même pas, il les a jamais vus avant. Vous comprenez que je suis bien surpris. Ah oui, non mais attendez, nous c'est pas nous qui n'avons rien fait. D'autre part, apparemment, le médecin expert du chirurgien, lui, il n'a pas la bonne adresse. Le comportement de la partie adverse a brutalement changé. Sur le plateau, chacun se demande ce qui motive l'organisation soudaine de l'expertise. Le médecin ou sa compagnie d'assurance ont-ils eu vent de notre intervention? Est-ce la raison de ce revirement? Dominique Courtois poursuit l'entretien téléphonique. Alors, si vous voulez, moi je veux pas être désagréable, mais c'est scandaleux
qu'un an après le fait que vous soyez saisi par la protection juridique, le dossier en soit au même point. Donc, oui, ce que je compte sur vous, c'est que ce n'est pas une procédure contentieuse, c'est une procédure amiable. Je ne suis pas demeuré, j'ai bien compris que c'était une transaction amiable. Et que nous ne pouvons pas mettre le couteau sous la gorge des gens. En revanche, les parties adverses n'avaient pas les bonnes coordonnées. Bon, écoutez... Ce n'est pas nous. Alors, à mon avis, M. Degnaud ne comprend rien, il est demeuré. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Mais en demeurant, nous, on peut se contenter d'envoyer des courriers, puisque nous ne pouvons intervenir qu'au niveau amiable. Oui. À chaque fois que je vous ai demandé une réponse, j'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit. Soit qu'il y avait quelqu'un... Le cabinet vous a toujours dit qu'on avait appelé et qu'à chaque fois, ils n'avaient pas les pièces, ils ne connaissaient pas les dates. Bon, oui, enfin, en fin de compte, on a bien compris. Mais ce que je voudrais entendre de votre belle voix, c'est que vous reprenez l'affaire en main et vous négociez le plus rapidement possible la transaction amiable avec l'assurance du chirurgien. On est bien d'accord? Les courriers ont toujours été envoyés. À partir du moment où la partie adverse ne répond pas ou répond lentement, on n'a aucun moyen de pression sur eux. Quand on est en transaction amiable, ça fait 20 ans que j'en fais. Quand on est de bonne volonté, on ne met pas un an pour arriver à ce que deux médecins experts se rapprochent et convoquent. D'ailleurs, il faudrait quand même que vous sachiez... La partie adverse qui n'a pas répondu. Mais je vous garantis qu'on raccroche... Enfin là, ça veut dire en tous les cas que l'expertise avait lieu il y a 10 minutes. Oui, enfin, madame, avait lieu il y a 10 minutes, alors qu'on ne respecte même pas les 15 jours de politesse pour avertir le patient qui va être convoqué. Mais c'est bien, là-dessus, j'en suis bien consciente, c'est bien pour ça que je les ai relancés. C'est parfait, donc maintenant, on sera deux, il y aura votre médecin expert, je serai là avec M. Degnaud, et je pense que ça ira un petit peu plus vite parce que je ne vous lâcherai pas. Eh ben, j'espère pour vous. Bonne journée, madame. Voilà. Ça, c'est un raccrochage énergie. Notre interlocutrice nous informe qu'une expertise se déroule en ce moment même au siège de l'assurance. Double problème. 1. Pascal n'y a pas été officiellement convoqué. 2. Il ne peut y assister puisqu'il se trouve sur notre plateau. Comment une expertise peut-elle se tenir dans ces conditions? Combien de temps faudra-t-il patienter avant que la prochaine ait lieu? Alors que les questions se bousculent dans la tête de notre victime et que l'inquiétude le gagne, en régie, le téléphone sonne. C'est le chirurgien qui nous rappelle. La conversation s'engage avec Dominique Courtois. Allô? Oui, docteur Courtois, à l'appareil. Oui? Oui, vous êtes gentil de m'appeler. Je suis le médecin qui va assister à une expertise, un de vos patients, M. Degnaud. C'est la compresse, non? Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que on pourrait parler un petit peu tous les trois et vous pourriez lui expliquer ce que j'ai cru comprendre dans le compte-rendu opératoire? Vous avez opéré, ça a saigné. J'ai expliqué qu'effectivement, dans ces cas-là, on prend les compresses, on les compte pas parce qu'il y a urgence. Et malencontreusement, une compresse... On les compte toujours. Ah, là, j'ai pas vu dans votre compte-rendu opératoire, j'ai pas vu compresse OK, ni... donc. Ah oui, on ne marque pas, mais c'est systématique. Oui, donc... Ça a été compté, mais où il y en avait une en trop, ou il y en avait une oubliée. Et il peut y avoir une erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une erreur de comptage. Voilà, donc c'est vrai que vous ne contestez pas qu'effectivement, vous avez oublié une compresse. Ah bah tout à fait. J'ai fait une erreur qui est partagée, parce qu'on compte les compresses et tout. Il s'avère qu'il y a une erreur. Bon, il y a une erreur. En médecine... Donc vous reconnaissez bien votre erreur? Bien sûr que c'est une faute. Mais le problème, c'est ce que je lui ai expliqué, la seule chose que je regrette beaucoup, c'est qu'il ne soit pas venu me revoir après. Oui, monsieur Degnaud à l'appareil. Oui, bonjour. Ce que je comprends pas, c'est que depuis que vous avez eu connaissance de cet accident, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Je dois avouer que l'idée n'en m'est pas venue parce que, en fin de compte, c'était tellement ancien que... Et moi, j'ai pas non plus compris pourquoi vous n'êtes jamais venu me revoir pour me dire qu'il y avait un problème. Vous avez été mis au courant quand même qu'il y avait un accident sur votre opération? Tout à fait, j'étais mis au courant par l'assurance, mais c'est une opération qui avait eu lieu environ 15 ans avant. Donc pourquoi vous n'avez pas cherché à me joindre depuis? Parce que... Et pourquoi vous cachez derrière vos assurances? Hier, vous m'avez dit, j'ai des assurances, arrangez-vous avec eux. C'est un accident, je suis un être humain, ça arrive de faire des accidents, j'y peux rien. Exactement. Exactement, c'est tout ce que vous avez à me dire. Non, et c'est une histoire extrêmement ancienne où votre vie n'était pas en danger, où j'ai considéré que c'est quand même un accident banal dans le sens que c'est relativement fréquent et ça n'a eu aucune incidence vitale.
Vous n'êtes pas mort, vous êtes là. Ça fait quand même 15 ans que moi je souffre à cause de ça. C'est très désagréable, mais c'est une erreur humaine. Pascal n'est pas mort de cette compresse, mais Pascal, à un moment donné, a voulu en finir avec la vie à cause de la douleur. Il a perdu à plusieurs reprises son travail. Et ce que j'attends justement de cette discussion entre vous, la première depuis des années, c'est justement un peu de, voilà, un peu d'humanité, simplement des paroles peut-être réconfortantes de votre part. Oui, mais tout ce que je peux faire, moi, effectivement, c'est m'excuser parce que j'ai fait une erreur. Donc, c'est jamais agréable d'avoir fait une erreur. Pourquoi vous m'avez pas fait d'excuses hier quand vous avez vu que j'étais pas bien? Parce que... parce que vous m'avez pas demandé de faire des excuses. Je vois pas pourquoi... Pour moi, c'était évident, monsieur. J'avais 10 malades qui m'attendaient derrière. Je pouvais pas me permettre de passer trop de temps. Docteur, bien évidemment, j'ai bien compris. Ce que je voudrais, c'est que hier, c'était hier. Je voudrais qu'on avance un peu. Donc, encore une fois... voilà, c'est simplement un peu de compassion pour Pascal. Tout à fait, je présente toutes mes excuses. C'est dommageable, c'est désagréable, c'est des choses qui arrivent. Ah oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? J'accepte vos excuses, mais au nom de tous les gens qui sont victimes d'erreurs médicales, je trouve qu'il est dommage de venir sur un plateau de télé pour avoir des excuses d'un médecin. Maintenant, on est dans la conciliation. Et il va falloir, parce qu'il y a aussi indemnisation, donc on parle d'argent. Est-ce que vous allez tout faire, bien évidemment, pour aider à cette indemnisation et à ce que Pascal, après les excuses que vous venez de faire sur notre plateau ce soir, puisse toucher cet argent dans la mesure du possible? Dans la mesure du possible, moi, le seul recours que je puisse faire, c'est téléphoner à mon assurance pour qu'ils accélèrent les choses. Appelez-les avant la fin de la semaine pour leur dire que c'est une affaire qui vous tient à cœur et que plus vite elle sera réglée, mieux vous en porterez. Entendu. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu présent. Allez, au revoir. Pascal, c'était la première des choses, c'était les excuses bien évidemment de ce médecin qui reconnaît son erreur. Il l'a fait publiquement, comme le disait Dominique, c'est pas forcément facile, mais il devait le faire vers vous. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, qu'on le veuille ou non, les indemnisations, l'argent. Il y a préjudice, il court encore, on l'a vu, vous aurez certainement besoin encore peut-être d'une aide psychologique pour essayer de passer après ces 15 années de souffrance. Vous avez perdu, je le disais à plusieurs reprises, votre emploi. Donc Dominique, on sait qu'en général, cela se fait hors caméra, hors plateau. Oui, je vais faire deux choses. Je vais appeler les deux médecins experts, c'est-à-dire le médecin expert qui a été désigné par votre cabinet d'avocats, le médecin expert de l'assurance adverse, pour caler le plus rapidement possible une expertise avec vous et je serai à vos côtés. Voilà. Dominique, je vous laisse aller en régie. Vous nous revenez très vite avec de bonnes nouvelles. Je reviens tout à l'heure. Merci Dominique. Hors antenne, notre expert contacte ses deux confrères. 30 minutes plus tard, Dominique Courtois regagne le plateau. L'homme qui arrive à dénouer des dossiers particulièrement difficiles et Dominique, celui-là en était un. Vous aviez beaucoup de coups de téléphone à passer et surtout beaucoup de bonnes nouvelles, je pense, à donner à Pascal, du moins on l'espère. J'ai donc appelé le médecin expert qui vous avait convoqué aujourd'hui. Il y avait à cette réunion un autre médecin expert qui représentait la clinique. Car en fin de compte, c'est une très bonne chose, la clinique et le chirurgien ont la même assurance. Ils se sont mis d'accord tous les deux pour désigner deux médecins et ils vont payer conjointement. Donc il n'y a pas de problème de savoir qui paie et qui paie quoi. Et ils attendent que je vienne avec vous pour conclure, pour vous examiner, pour conclure. Je me suis permis de caler un rendez-vous et j'ai demandé en même temps à ce médecin expert que je connais bien, qui est très proche de l'assurance, de les avertir dès aujourd'hui pour que ça aille très vite et vous soyez indemnisés dans les prochaines semaines. Bravo Dominique, bravo. Je trouve quand même, si vous le permettez, que pour un dossier simple, vous avez quand même fait beaucoup de démarches. Vous avez réglé en quelques heures un an de conflit, quoi. Un an d'attente et c'est énorme. Et des années de douleur. Des années de douleur surtout. Mais moi j'espère que ça va aller mieux. J'espère que vous allez sourire tous les deux conjointement. On espère pouvoir repartir sur des bonnes bases bien saines. Et je remercie toute l'équipe parce que vous avez fait un travail formidable. Ouais, merci au docteur Courtois et à tout le monde, vous êtes exceptionnels. Merci Vraiment. à vous en tout cas pour ce sourire retrouvé. Belle vie, longue vie, on est avec vous et Dominique va continuer à vous aider. À bientôt, bon courage.